Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus dans Littoral. Vous le savez, en 2012, l'émission fête ses 20 ans d'existence et nous avons choisi de vous proposer à nouveau de revivre quelques-uns des meilleurs moments du magazine depuis 1992. Mais je me suis dit que pour revivre tout ça, ce serait mieux avec un personnage, une sorte de grand témoin. Qui est donc notre compagnon du jour ? C'est sans discussion possible un homme de mer, mais une mer rouleuse, démontée. Car c'est dans la fureur des tempêtes bretonnes, du côté de Ouessant et de Saint, qu'il exerce son métier. Que pourrais-je vous dire de plus ? Que son outil de travail est un bel engin, un gros insecte de 80 mètres de long, très puissant. Carlos est celui qui sort quand tous les autres rentrent. Allez, je vous ai fait assez languir. Notre invité est Charles Claden, le patron du remorqueur de haute mer, l'Abeille Bourbon. Bonjour Charles. Bonjour. Enfin, je ne sais pas si je dois dire Charles ou Carlos, c'est votre surnom, tout le monde vous appelle comme ça, je peux vous appeler Carlos aussi ? Oui, tout à fait. Ouais. Merci en tout cas de nous accueillir sur votre abeille, l'Abeille Bourbon. Alors on n'est pas au poste de commande du navire qui est de l'autre côté là-bas, là on est au poste de commande de la manœuvre de remorquage qui est l'essence même du bateau. Hein. Alors ici, c'est ce sont en fait les postes les plus importants puisque c'est de là en prise de remorque qu'on va travailler. Alors moi je suis tout seul ici avec le chef mécanicien qui va s'occuper des treuils. C'est un joli bébé cette abeille. Hein. Les dimensions, c'est 80 mètres de long, je crois. 80 mètres de long. Très très haut, là, on domine tout le port de Brest. Là, ici, on est à 15 mètres au-dessus de l'eau. Hein. Pour l'exemple, l'immeuble qui est là fait 15 mètres à côté. En hiver, on se retrouve des fois avec des vagues beaucoup plus hautes que nous. Quoi. Ouais. Et on a de la puissance, 22 000 chevaux, et on a surtout un bon équipage. Ça, c'est pas mal. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ce métier ? On dit souvent de vous, la phrase qui revient tout le temps, c'est « il sort quand les autres rentrent ». Je préférais naviguer par beau temps, c'est sûr, mais non, ça c'est un choix, c'est un choix. Puis dans ce métier, après, il faut l'assumer. Et puis c'est quelque chose qui date depuis des années dans ma tête. Quoi, hein. Quand j'étais petit, j'étais au Maroc, ma mère avait des amis qui étaient brestois. Et ces gars-là, moi j'avais 11 ans, ils avaient 25 ans, c'était des dieux pour moi, ils me parlaient toujours de Brest. Et quand ils parlaient de Brest, ils évoquaient bien sûr le Brest de cette époque, mais aussi la présence au port de commerce des remorqueurs de sauvetage qui étaient en station permanente. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête. Et qu'est-ce qui vous plaît tant à Brest alors ? Brest, pour moi c'est une ville magique. Moi j'ai découvert Brest grâce à Macorlan, les livres de Macorlan. Et en fait, le premier jour où j'ai embarqué, je ne connaissais pas Brest, le premier jour où j'ai embarqué sur la baie Flandre à l'époque, en avril 80, je suis arrivé à Brest par le train, et c'était un jour de brume. Et quand il y avait de la brume, la baie était en mer, en patrouille, donc j'avais pas de bateau. Et je suis descendu à partir de la gare par les petits escaliers. Et je suis arrivé rue de Madagascar derrière. Donc, déjà, ça fait rêver rien que le nom. Ah oui, le nom. Et puis dans la brume, je vois une enseigne de bistrot qui s'éclaire. Donc je rentre dedans, et là je suis rentré dans Macorlan. Il y avait des gars au bar, un bar néon, la patronne qui m'offre des pétons crus de la rade. Et c'était parti, tout l'imaginaire, j'étais en train de le vivre. Ouais, c'était parti. Alors le principe de l'émission qui est un petit peu spécial, c'est que vous avez choisi 3 reportages, parmi tous ceux qu'on a diffusés depuis 1992, depuis le début de Littoral. On va voir le premier tout de suite. Il est assez prenant, assez émouvant. C'est un témoignage qui a été tourné en 2002, il y a 10 ans, par Philippe Abalan. Et c'est le témoignage d'Erwan Kéméré, qui était à la barre de Penduick quand Éric Tabarly tombe à l'eau. Donc on regarde ça, puis on discute après. Ces images sont les dernières qui ont été tournées avec Éric Tabarly, marin d'exception, marin qui a marqué à tout jamais le XXe siècle. Elles ont été enregistrées le 6 juin 1998, alors qu'il était en route pour l'Écosse, à bord de Penduick, le voilier de son enfance. 6 jours plus tard, un peu avant minuit, Tabarly tombe à la mer et se noie. Au moment du drame, le vent a forci. Le photographe et navigateur Erwan Kéméré était à la barre. Au printemps 2002, pour la première fois, il témoigne devant la caméra de Philippe Abalan. Éric m'a dit de prendre la barre. Et on décide, et lui décide, puisque c'est quand même lui qui décide, de changer la toile. Il faut mettre une voile de tempête qui est plus petite. Mais cette voile de tempête n'est pas facile à mettre. Alors Éric, à ce moment-là, se trouve sur le toit du Rouf. Et là, comme le bateau roule,
sur un grand coup de roulis, la corne est partie sur tribord, et elle est revenue à frapper Éric à hauteur de poitrine et l'a balancé à la mer par-dessus les filières, puisqu'il, lui, était sur le toit du Roufle. Il n'a pas été assommé par le coup de bombe parce qu'il a crié dans l'eau. Voilà. Je peux te dire que ce cri, pendant des mois, je l'ai entendu, la nuit, j'ai entendu ce cri d'Éric. Je ne peux pas dire ce qu'il a dit. Éric savait très bien ce qui lui arrivait. Il connaissait son bateau. Il a tout de suite su que pour lui, c'était fini. Et moi aussi, sur le bateau, j'ai très bien compris ce qui se passait. Et par contre, le reste de l'équipage était persuadé que, bon, on fait demi-tour et on reprend Éric. C'est pas un problème. Voilà, donc on a fait les manœuvres qu'on pouvait faire pour essayer de revenir dessus, c'est-à-dire affaler les voiles de devant, puis faire démarrer le moteur. Mais Éric, pour ne pas tuer son bateau, avait mis un moteur très faible qui lui permettait de faire des manœuvres de port, mais dans une mer telle qu'elle était là, c'était totalement impossible de revenir. Les mois qui ont suivi ont été terribles, mais j'ai eu 2 aides. C'est l'attitude de Jacqueline qui a été fantastique, et puis celle d'Olivier de Kersauzon qui m'a fait beaucoup de bien, parce qu'il y a aussi des choses qui se disaient aux télévisions qui étaient un petit peu dures à avaler. Et Olivier m'a dit, on pouvait, dans ces conditions-là, il était impossible de revenir sur Éric. C'était totalement impossible. Malgré tout, je reste la personne qui n'a pas ramené Éric à sa famille, à Jacqueline, à ses 2 filles, à tous les plaisanciers français, et même ceux qui ne sont pas plaisanciers. Enfin, voilà, je n'ai pas ramené Éric à terre. Et de toute façon, c'est dur à porter, même si je ne m'en sens pas responsable. C'est un témoignage très très fort, ce témoignage d'Erwan Kéméré, très très émouvant. Hein. Alors surtout quand c'est un sauveteur qui voit ça, c'est quelque chose de terrible, parce que ce sont des choses qui me sont arrivées. Il y a des fois où on n'arrive pas à sauver. Il faut vivre avec, quoi. Il faut vivre avec, et je dirais à Erwan, on vit avec. C'est quelque chose de... Tu as tout fait. Tu as vraiment tout fait pour que ça ne se passe pas. Maintenant, bon, ben voilà, on ne peut rien dire d'autre. Vous l'avez connu, Tabarly ? Oui. Oui, et puis le jour où il y a eu cet accident, j'ai trouvé ça, enfin quand j'ai su un peu les éléments, c'était, pour moi c'était terrible, parce que c'est quelqu'un de formidable, un marin hors pair, un gars qui s'est toujours préoccupé de la sécurité de tous les équipiers qui étaient avec lui. Et là, il lui arrive l'accident bête, l'accident de quelqu'un qui tombe d'une échelle. Mais ça arrive même aux grands, quoi. Alors la hiérarchie est assez souple à bord de l'abeille, on n'est pas jugulaire. Non, le travail d'équipe, d'abord sur ce bateau, là on est en alerte 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc là, les mécaniciens sont à bord, moi je suis de quart ici à la passerelle, hein, si on nous appelle on apparaît tout de suite. Donc c'est vrai que sur le quotidien, moi j'ai besoin, on peut rester 1 mois sans rien faire, et on aura besoin vraiment de toutes les capacités physiques, psychiques des gens pendant 1 heure, mais à un degré d'intensité énorme. Et ce que j'essaie de faire, c'est avec mon alter ego Thierry Choquet. Il y a 2 équipages et 2 capitaines. Avec Thierry Choquet, vous êtes l'autre capitaine. Qui prend le bateau quand on fait 1 mois chacun. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une démocratie heureuse, justement, dans cette période-là, parce que c'est quelque chose qui n'est pas non plus toujours facile à gérer. C'est très bizarre. Il y a beaucoup d'attentes, hein, effectivement, beaucoup de stand-by, beaucoup d'attentes. Et puis, il faut être à fond d'un seul coup, prendre des décisions hyper rapidement et aller très vite, et tout le monde à 100%. Oui. Puis il faut se méfier, parce qu'il y a un peu des pièges du sauveteur, quoi, hein, et dans un des pièges, ce que je dis toujours, c'est que bon, il y a l'histoire de la patate chaude. C'est-à-dire que nous aussi, on angoisse. On angoisse autant que les gens qu'on va les sauver. Mais justement, le fait de partir vite en intervention, ça calme un petit peu notre angoisse. Et quelquefois, c'est pas très bon, parce qu'on n'a pas pris assez de recul dans ce domaine-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a la fatigue, il y a énormément de facteurs. Hein. On est dans le mauvais temps, dans la tempête, on subit le stress.
Le stress pour les autres et le stress pour nous aussi. Hein. Et on essaye de ne pas le montrer aux autres parce que sinon c'est encore pire. Oui, c'est pire. Oui. Alors, le deuxième reportage que vous vouliez voir, c'est sur le monument français de l'armement du Transmanche, la saga de la Brittany Ferries. On va voir comment Alexis Gourvenec a lancé tout ça, a créé tout ça, et puis on en discute après ensemble. En Bretagne, la révolution agricole des années 60 a vu émerger un leader charismatique, ambitieux et intuitif, Alexis Gourvenec. À l'orée des années 70, fort de son succès dans le syndicalisme de la terre, il décide de se lancer dans le maritime. C'est lui qui a l'idée de pousser les pouvoirs publics à construire un port en eau profonde à Roscoff. C'est lui qui va créer une compagnie maritime transmanche pour offrir des débouchés commerciaux à l'agriculture bretonne. Ce sera la Brittany Ferries, commentée par Philippe Gallouedec. Le 2 janvier 1973, un jour après l'entrée des Anglais dans le marché commun, le premier transborder, le Kerisnel, appareille pour sa traversée inaugurale. Le Kerisnel, du nom du marché aux enchères de la cicade Saint-Paul-de-Léon, de façon tout à fait modeste, ce qui est une exception chez nous, de façon tout à fait modeste, c'est vraiment le hasard des dates. Mais l'inauguration de la ligne Roscoff-Plymouth a eu lieu le 2 janvier 1973. L'Angleterre était rentrée dans la communauté le 1er janvier 1973. Nous avions 24 heures de retard. Je me rappelle l'émotion des Finistériens et des Bretons quand ils rentraient dans cette cale de bateau, derrière le bagad de Longby. Beaucoup de Bretons ont la larme à l'œil, comprenant qu'on était en train de renouer avec la mer. Et nous, dans notre grande naïveté, on croyait rentrer dans le géant des mers. Pensez à un bateau qui prenait 28 semi-remorques. Les bateaux qu'on fait rentrer aujourd'hui prennent au minimum 140 semis. Je suis arrivé en juillet 1973, embarqué sur ce bateau, le Kerisnel. Je me souviens d'un des premiers passagers anglais, mais le typical British, qui, avec son chapeau et sa canne, qui dit « Where is the bar ?» Je dis « The bar, c'est dans le conteneur. Hein. » Donc il y avait un conteneur pour la restauration. Et après, à côté de ce conteneur restauration, il y avait le conteneur hôtel, avec quelques lits à l'intérieur. Et puis par mauvais temps, l'eau embarquait dans le conteneur, et puis les chaussures, elles se baladaient d'un bord à l'autre. Hein. Chou-fleur breton ou touristes britanniques, tout semble nourrir le développement de la compagnie bretonne sur le Transmanche. Elle va tripler son chiffre d'affaires en 2 ans grâce aux touristes anglais qui deviennent les premiers clients de la compagnie bretonne. Par dizaines de milliers, les touristes affluèrent. Pour les Bretons, le week-end en Angleterre devenait possible. Il n'était plus nécessaire désormais de prendre le bateau à Dunkerque, à Calais, au Havre ou à Cherbourg. Les camions de chou-fleur ont en quelque sorte rouvert la voie des échanges transmanche. Quelle épopée, la Brittany Ferries. Vous avez connu Alexis Gourvenec ? Oui, je l'ai croisé à plusieurs reprises. Et puis, bon, alors, c'est pas un armement français, c'est un armement breton. Et moi qui ne suis pas breton, c'est l'image que j'ai de la Bretagne, la Brittany Ferries. C'est-à-dire qu'à la fois pays de terre et de mer et d'audace. D'audace, d'envie d'entreprendre. Et on sent bien, c'est vraiment ce caractère de la Bretagne qui est formidable. Alors tous ces gens de mer, qui soient marins-pêcheurs, qui soient plaisanciers, qui soient de la Marmare, vous les côtoyez tous dans votre boulot de sauvetage ? Ah oui, c'est l'essence même du sauvetage. Hein. On ne va pas s'arrêter, on va sauver des plaisanciers, on va sauver tout le monde. Mais on pourrait faire un parallèle avec les gens de la Société nationale de sauvetage en mer. Hein. Alors eux, ça va beaucoup plus loin parce que ce sont 5700 bénévoles, mais ils sont composés de marins issus de toutes les marines, que ce soit plaisance, marine militaire, la pêche, le commerce. Et vous travaillez tous ensemble en fait ? On a une complémentarité avec la SNSM. Moi, je suis un gars du large. Quand j'ai besoin d'aller chercher un bateau dans les cailloux, je ne connais pas les cailloux. J'ai les cartes, mais je n'ai pas la connaissance locale. Ouais. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, que ce soit à Roscoff, que ce soit derrière Molène. J'embarquais carrément les gars de la SNSM avec moi, parce qu'eux, ils savent. Et puis, on faisait un tandem. En gros, sur des sauvetages, on ne sait pas si on va réussir ou
pas. Mais l'important, c'est que tout le monde travaille ensemble. Et je dirais, c'est toujours un petit peu l'image d'une flèche qu'on ne peut pas arrêter. Mais si on s'y met tous, on peut arriver à la dévier. Et ça, c'est sympa. Alors les hommes et les marins ont du caractère, mais les femmes aussi. Les femmes de marins, et ça nous emmène au troisième reportage que vous vouliez voir, qui nous ramène il y a presque 20 ans déjà, à ce mouvement de révolte des marins-pêcheurs contre la baisse du prix du poisson. Et en fait, c'est les femmes qui avaient lancé un peu le mouvement, puisque les maris étaient en mer, en train de travailler. Et 4 ans après, Brigitte Chevet était retournée voir ces femmes de marins, surtout en Bretagne Sud, là d'où était parti ce mouvement. Gascogne, Gulfstream. En 1997, la réalisatrice Brigitte Chevet était partie à la rencontre des femmes de pêcheurs, en Bretagne Sud, là d'où était partie la révolte. Pour chaque homme en mer, il y a une femme sur le quai. Une mère, une sœur, le plus souvent leur femme, comme un lien, une boussole, un cordon ombilical entre la mer et la terre. Contre la baisse du prix du poisson en 1993, c'étaient les femmes qui étaient descendues dans la rue. Mues par la force du désespoir, une poignée de bigoudaines révoltées, toutes épouses de patrons pêcheurs ou de matelots, ont, en ce début d'année 93, abasourdi la France et, au passage, étonné leurs maris. Il est évident que tu ne pouvais pas être à la fois en manif, en revendication dans les différentes structures, et en mer à pêcher, à faire ton poisson, à faire ton métier. Donc, il nous a semblé logique de les remplacer à ce point de vue-là. 1 mois et demi après la première manifestation de Quimper, une quarantaine de femmes de marins ont donc occupé l'aéroport de Guipava pendant 3 quarts d'heure. Venues de Morlaix, Roscoff, Mogueriec ou du Conquet, ces femmes de patrons pêcheurs ont retardé l'Airbus de Paris en demandant encore l'arrêt des importations sauvages de poissons et l'exonération des charges sociales. Moi, je sais que ça m'a rapproché de mon mari. Ces événements-là, ça aurait pu nous séparer, vu la situation financière qu'on avait à cette époque-là, ça aurait pu nous séparer et au contraire, ça nous a rapprochés. Là, on avait l'impression de faire partie plus du monde maritime. Ouais. 300 femmes de patrons pêcheurs venues de tous les ports de Manche-Atlantique. D'entrée, elles se heurtent à un barrage de gendarmes mobiles qui verrouille tout le quartier entourant l'établissement maritime. Un corps à corps brutal, difficilement contenu par les forces de l'ordre. On est allé là-bas, c'était pas pour casser quoi que ce soit, on était que des femmes, qu'est-ce qu'on aurait fait? C'était peut-être une façon aussi, si tu veux, de rejeter un petit peu toute l'angoisse que j'avais avec moi, parce que c'était une situation difficile pour mon mari à cette époque-là. Et donc pour la famille aussi. Et c'était sûrement aussi une façon, je te dis, d'extérioriser toute mon agressivité. Les femmes avaient donné le coup d'envoi de la révolte, les hommes prendront le relais. En février 1994 à Rennes, le Parlement de Bretagne prend feu sous les fusées de détresse des marins en colère. Moi, ce qui m'a interpellé dans ce reportage, et qui me convainc d'une chose, c'est que si j'étais née femme, après avoir vu ce reportage, je serais certainement devenue femme de marin-pêcheur. C'est un bel exemple de soutien et de solidarité. Le combat de ces femmes. Le combat de ces femmes, c'est quelque chose de formidable, hein, parce que ce sont des femmes qui vivent au quotidien, qui supportent tout. Il ne faut pas oublier que nous, les marins, on est partis en mer. Quand on part en mer, on décroche de tout, donc on a un fonctionnement un peu bipolaire. Tandis qu'elles, elles sont toujours dans le dur tout le temps, avec en plus, elles s'inquiètent pour nous. Elles s'inquiètent physiquement, il y a du mauvais temps, que ce soit les femmes ou les mamans, hein, c'est clair. Et elles ont à assumer, à gérer ce quotidien qui est lourd. Et là, sur ce reportage des grèves initiées par elles, on sent aussi toute la dimension que va être notre avenir. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à nourrir nos enfants, quoi. Vous en aviez rencontré des femmes qui avaient participé à ce mouvement de lutte? J'en ai rencontré, puis je pense aussi à des femmes comme Anne-Marie du Café du Port de Loctudie, qui tenait le café. Au plus fort de la grève, les gars n'avaient plus d'argent, n'avaient plus rien, parce qu'il y a aussi
des gars qui sont célibataires, il n'y a pas que des couples mariés, elle faisait table ouverte, elle les recevait, elle leur remontait le moral, et c'est elle qui les tenait, quoi, donc c'était important. Hein. Alors, solidarité en mer qui est vraiment typique des gens de mer, ça c'est vrai, mais vous, ça ne s'arrête pas là, il y a aussi du soutien avec la terre. Il faut toujours partir du principe que ce qu'on fait pour les autres, un jour quelqu'un le fera peut-être pour nous. Et je pense que c'est l'essence même du sauvetage. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement au côté professionnel, il faut aussi savoir s'investir pour les autres. Moi, pour ma part, j'ai fait mon choix, c'est le combat pour la leucémie, où je soutiens l'Institut de recherche de Leucémie Espoir, qui a été créé il y a 2 ans, dans un partenariat privé et public entre le CHU et les gens de la Fédération Leucémie Espoir, qui sont souvent des proches des malades. Le CHU de Brest. Le CHU de Brest. D'où la petite souris qui est le symbole de Leucémie Espoir. Voilà, c'est la petite souris qui sert justement à faire progresser la lutte contre cette maladie. Alors le 4e reportage, c'est notre série des belles englouties sur les épaves sous-marines. On s'est promené depuis Dieppe et on arrive au bout là. Est-ce que vous savez s'il y a un rapport entre le port de l'Orient et la Statue de la Liberté? Eh bien si, il y en a un. Il y en a un, et c'est un bateau de transport qui s'appelle l'Isère, et qui avait transporté la statue originale de Bartholdi jusqu'à New York. Et il a coulé, et il est dans le port de l'Orient. Et on regarde cet épisode des belles englouties, signé comme les autres, Christian Roche. Parfums et textures de vieux papier, et à chaque tournée de page, cette même sensation d'être transporté dans le passé. On trouve un gros dossier avec tous les calques sur la machine. C'est magnifique ce dossier, des vieux calques, une belle écriture, tout. On est vraiment immergé à cette époque quoi, de la fin du 19e siècle. Donc c'est intéressant, on se projette un petit peu, on voyage dans le temps, quoi. On fouille dans ces archives, c'est vraiment intéressant. Nous sommes au service historique de la Défense à Lorient. C'est ici que l'écrivain Jean-Louis Morette trouve ses informations sur l'Isère, ce navire qui en 1885 transporta la Statue de la Liberté jusqu'à New York. 60 ans plus tard, il est sabordé par l'occupant nazi au beau milieu de la rade de l'Orient. C'est un petit peu romantique. On est à Lorient, on étudie un bateau qui est coulé à Lorient, parce que l'épave repose en face, là, près de Loch Michelic. Et puis bon, c'est vrai que tout se fait à Lorient, en quelque sorte. J'aperçois des membrures, une sorte d'énorme squelette, un léviathan de métal qui s'avance. Je m'approche. Une faune, les spirographes se referment à mon passage. Je suis seul comme ça au milieu de la rade, j'entends le bruit des bateaux au-dessus, presque des voix, et j'ai l'impression d'entendre l'Isère sur les quais de Rouen au moment du chargement en 1885. On aborde l'histoire maritime et tout d'un coup on est propulsé à travers l'aspect culturel de l'œuvre de Bartholdi, cette statue de la liberté, c'était tout un symbole à une époque. C'est un des rares artistes à travers le monde dont l'œuvre est visible par des milliards de gens. Et c'est fabuleux de pouvoir découvrir une épave qui relie à un tel point le passé et le présent. C'est une épave qui est très très vivante, donc qui regorge de vie même. Et qu'on a la chance de bénéficier d'une bonne visibilité comme aujourd'hui, c'est paradisiaque. Lorsque le plongeur redevient écrivain, c'est pour mieux retranscrire l'épopée de l'Isère dans l'un de ses ouvrages. Un chapitre méconnu qui vient enrichir l'histoire du patrimoine local. Votre imagination s'enflamme lorsque votre main se pose sur un objet où d'autres hommes ont mis la leur des décennies auparavant. Lorsque votre regard s'attarde devant un hublot opaque recouvert de concrétion, la pensée s'échappe et se projette dans un passé déjà si loin et pourtant si proche. Voilà Carlos, pour cette histoire de l'Isère. On en arrive au terme de ce numéro de Littoral. Alors j'ai vu que vous étiez né un 19 mars, donc vous êtes du signe du Poisson. Oui, ma mère m'a fait pour la mer. Ouais.
C'est ça, on se refait pas en fait. Hein. Non, on se refait pas. Vous étiez prédestiné. Merci en tout cas Carlos de nous avoir accueillis sur la passerelle de l'Abeille Bourbon. On se sent un petit peu privilégié quand même parce que tout le monde ne vient pas ici, donc c'est un moment rare et on vous remercie pour ça. Passez de bonnes fêtes. Et puis vous aussi, passez de bonnes fêtes et on se retrouve le 12 janvier. Soyez prudents bien sûr si vous sortez en mer. Salut à tous.